Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du Color With Me de cette illustration de Blanche-Neige qui vient du Inspiration de Tracy de Souza, inspiration Disney. Donc j'avais fait avec vous déjà les arbres que j'avais fait plutôt en speed coloring et là nous allons nous pencher plutôt à la partie du feuillage. Donc pour ça j'ai poursuivi cette illustration-ci. Je vous cache pas, je fais un peu un mix entre les deux. Mais ce vert me plaît plus que celui-ci. Je mélange vraiment ces deux illustrations, je m'inspire vraiment des deux. De toute façon, les deux vont ensemble. Je continue à travailler avec les polychromos et pour cela, je vous montre, j'ai choisi 3 verts. Oui, pour faire les feuilles, c'est mieux, vous allez me dire, c'est un peu logique. Et vous retrouverez bien entendu les références utilisées dans le... Comment ça s'appelle? Dans la description, voilà. Je vais y arriver. Donc j'ai pris le 267, c'est le Pine Green. J'ai pris le 165, le Juniper Green. Et le 168, le Earth Green Yellowish. Et c'est vrai que je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris de noir. Donc je vais aller le chercher de ce pas. Voilà, donc j'ai également pris le black, le 199. Donc mes crayons, une fois encore, ne sont pas taillés. Vous avez l'habitude. Donc je vais tailler tout ça. Voilà, vidéo parfaitement préparée pour changer. Alors le noir ne va pas me servir tout de suite, puisque si vous regardez, en fait, il n'y a pas de zone très très noire, mais c'est si j'ai besoin d'avoir une zone un peu plus accentuée, je pourrais toujours... Oui, ces crayons ont très très peu servi jusqu'à présent, puisque j'inaugure ma boîte de 120 polychromos avec ce coloriage-ci. Jusqu'à présent, je faisais avec ma petite boîte de 32 ou 24, je sais plus. 24, je crois. Alors, comme je suis bigleuse, je suis obligée de me rapprocher et que je n'ai pas envie de vous mettre ma tête en gros plan. Je vais plutôt, vous allez me voir régulièrement regarder les images comme ça parce qu'il ne faut pas se leurrer, les images de référence sont quand même assez petites, ça fait la taille de ma main. Et de la façon dont je suis installée pour pouvoir vous filmer le Color With Me, mes yeux sont à peu près à 70 cm de l'image, donc je ne vois pas grand-chose. Voilà, donc si vous me voyez faire ça régulièrement, c'est normal, c'est que j'essaye d'observer un peu comment sont placées les ombres et les lumières, puisque c'est le principe d'une inspiration, c'est d'essayer de s'y rapprocher. Alors, on va commencer avec cette zone-là, enfin ces deux feuilles-là. Voilà, et je vais commencer donc avec le crayon foncé, le Pine Green, le 267, que je vais venir simplement... En fait, je vais commencer à poser mes zones sur cette zone. Ouais, je sais, ça ne veut strictement rien dire. Alors, de ce que je vois, c'est qu'on est quand même bien plus foncé sur l'angle ici et qu'en fait, on se dégrade vers l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Et là, c'est une zone qui va être majoritairement foncée. Donc là, par exemple, je vais pouvoir récupérer un peu de noir pour refoncer un petit peu toute ma zone pour pouvoir garder la différence avec les autres couleurs. Puisque je n'ai sélectionné que 3 crayons, c'est vrai que j'aurais pu en sélectionner beaucoup plus, mais les zones ne sont pas très grandes, donc j'avais peur de me compliquer la vie autrement. Donc comme d'habitude, je colorie sans appuyer. Je vais y aller en plusieurs couches, je vais faire au moins 2 passages par crayon. Et là, vous voyez, comme c'est une zone où on va être quand même sur assez majoritairement une dominante foncée, je vous remontre avec l'image. Donc là, on est quand même majoritairement foncé. Vous voyez qu'ici, on est plus sur clair, donc j'irai pas aussi loin. Mais là, en fait, ce crayon est dominant. Alors, si vous n'êtes pas toujours cadré, je m'en excuse. C'est vrai que je n'ai pas de retour tel que je suis installée. Je n'ai pas forcément de retour caméra possible. Donc, je ne suis pas forcément je n'ai pas une grande visibilité de ce que je fais. Voilà. Donc, je commence tout simplement. Et je vais faire en fait chaque feuille et chaque zone indépendamment. Donc je ne vous expliquerai pas tout comment je fais, je vous expliquerai si j'estime qu'il y a une nécessité particulière au niveau de la couleur. Mais là, je vous ai dit, comme c'est le crayon qui est un peu majoritaire, et ben j'ai déjà placé ma deuxième couche de ce crayon. Ensuite, je prends le deuxième qui est le 165, le Juniper Green. Je viens poursuivre mon dégradé. Donc j'ai déjà mis 2 couches de la première couleur.
Je viens poursuivre mon dégradé, toujours sans appuyer. Et normalement, le dernier, il devrait à peine être visible, c'est juste pour donner la sous-teinte qu'on va retrouver sur les autres feuilles. Lui, je vais bien jusqu'au bout. Et là, vous voyez, j'ai déjà un dégradé, mais qui est très très léger, donc assez proche de ce qu'on voit ici. Là, je vais prendre mon noir à ce moment-là, à ce moment précis, juste pour marquer un petit peu plus le début du dégradé, mais vraiment quelque chose de très léger. Et vous voyez, je le mets après les premières couches, de façon à ce que le papier soit quand même déjà plutôt saturé, de façon à ce que le noir ne prenne pas le dessus et ça soit juste une information foncée supplémentaire sans forcément être du noir. Et je vais pas jusqu'au bout. Là, je vais reprendre mon crayon le plus foncé pour bien fondre le noir. Voilà. Je vais reprendre l'intermédiaire. Et je vais finir avec une petite couche du plus clair, juste histoire de d'avoir cette nuance qui va quand même être un peu perceptible sur ce morceau de feuille, puisque on va le retrouver sur les autres feuilles, bien entendu. Voilà. Et j'ai mon premier morceau de feuille, donc après je vais pouvoir passer à la feuille suivante. Donc je vais faire le morceau qui est ici. Et là, si je regarde, je vois que on est sur un foncé ici qui se dégrade par là, mais on n'est pas sur la teinte la plus claire. La teinte la plus claire sera vraiment sur cette partie de feuille là. Donc c'est pareil, cette fois-ci, le crayon, alors on sera un peu plus clair qu'ici, mais on ne sera pas aussi clair que là. Donc il faudra que j'étudie mon dégradé de façon à ce que ce crayon soit à peine visible une fois encore. Donc pareil, je prends mon crayon foncé. Je pense que cette partie sur les feuilles va être un peu plus... Enfin, je dis ça, non, en fait. J'allais dire va être un peu plus simple, un peu plus courte que la partie du tronc. Mais en fait, il y a énormément de feuilles, donc je pense que ça va pas être si rapide, si simple que ça. Je ne sais pas si je vais réussir à aborder... à intégrer, pardon, ce que j'avais prévu initialement. J'avoue que là, je débute ce Color With Me un peu sans trop savoir comment je vais m'en dépatouiller. Puisque à la base, j'avais fait un petit speech, un petit topo, enfin, j'avais fait quelques recherches justement sur le conte de Blanche-Neige, sur ses origines, etc. Et je m'étais dit, voilà, ça illustrera un petit peu les propos. Enfin, ça illustrera un petit peu ma mise en couleur. Ça, comme ça, je pourrais m'interrompre quand j'ai besoin de vous expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais comme ça, pourquoi j'ai choisi de changer de crayon, pourquoi j'ai choisi de placer mon dégradé comme ceci, etc. C'est plus facile de le faire, en direct, comme là, d'un point de vue explication du colo, et donc d'un point de vue purement Color With Me. Mais je vous cache pas que ça aurait été 10 000 fois plus facile en voix off, parce que là, j'ai mon ordinateur qui est à côté de moi pour mes petites notes, parce que même si c'est des recherches que j'ai fait, je n'ai pas du tout appris par cœur mon petit blabla. Le problème, c'est que mon ordinateur s'éteint toutes les 2 minutes et demie, donc il faut que je le relance à chaque fois que je vais vous dire un truc, et puis en gros, j'ai un document avec toutes mes petites notes qui fait 3 pages, mais je sais qu'il y a des choses dont je vais vous parler, je vais pas le lire en fait, c'est des notes, et je sais très bien qu'il y a des choses que je vais oublier de vous dire, sur lesquelles je vais vouloir revenir, et je vais être perdue dans mes notes, parce que je me connais. Donc soit il faut que je fasse un truc ultra structuré, et que je le suive en même temps que je parle pour savoir où j'en suis, mais comme là je vais être concentrée plus sur mon colo, je pense que je risque de cafouiller, de bafouiller. Donc j'espère que ça restera quand même un petit peu intéressant. Et voilà quoi. Donc là, je passe à la couleur intermédiaire, donc le Juniper Green. Vous avez vu, j'ai fait mon dégradé quasiment jusqu'au bout, mais j'ai fait qu'une seule couche, contrairement à là où j'avais fait 2 couches. Là, j'ai fait qu'une seule couche. Et je viens poursuivre mon dégradé avec la couleur intermédiaire, comme ceci. En allant, pareil, jusqu'au bout.
Voilà. J'ai l'impression quand même d'avoir plus facile à travailler les verts qu'à travailler les bruns sur ce colo. Alors je sais pas, c'était peut-être la découverte ou je ne sais pas. Donc là, je viens tracer un petit peu de zone noire pour travailler un peu plus mon côté dégradé. Vous pouvez utiliser autre chose que du noir, hein. Moi, j'ai pris du noir parce que c'est la facilité. Après, le noir, c'est pas forcément la facilité, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus facile à utiliser les gris que les noirs, par exemple, pour faire des zones d'ombre. Mais là, vu que j'allais partir quand même, je partais quand même d'un vert assez foncé, je préférais quand même partir avec un noir. Et donc là, sur cette partie-là, il y a 3 couches du plus foncé et 2 couches de médium, une couche de clair. Là, pour le moment, on est à une couche foncée, une couche médium, une couche de noir aussi pour chaque. Ça, noir, je vais pas mettre 50 couches, hein. Le noir, c'est déjà assez intense comme ça. Et au final, normalement, sur celle-ci, je devrais avoir 2 couches de foncé, 2 couches de médium, une couche de clair. Sauf si ça, c'est tel que je le pense dans ma tête. Après, à voir le résultat, ce qu'il donnera quand je l'aurai fait. Donc là, je reprends mon crayon foncé, donc le Pine Green. Profitez de mon magnifique accent anglais. J'espère que vous appréciez le moment. Oui, si un jour ils écrivaient les noms en français sur les polycomos, ça serait quand même hyper simple. Mais bon, après, oui, clairement, ils vont pas écrire le français n'étant pas une langue très très développée, il n'y a pas de raison qu'ils écrivent les trucs en français. Hop. Et donc là, pareil. Donc jamais en appuyant, hein. Enfin, moi, c'est parce que c'est ma technique. Après, si vous maîtrisez mieux les dégradés en appuyant, faites vos dégradés comme vous êtes à l'aise. C'est vrai que oui, moi je vous donne ma technique, mais je ne sais pas faire les dégradés à l'appui, donc surtout avec les polychromos. Alors là, clairement. Donc je reprends ensuite mon crayon intermédiaire, une fois que j'ai remis ma deuxième couche de, je vérifie que ça tourne, de vert. Ah, ça fait déjà 12 minutes, pas mal. Hop. Là, je le pousse bien jusqu'au bout. Et ensuite, je viens fondre avec mon crayon le plus clair. Mais vous voyez, là, j'ai une zone qui est un peu moins coloriée qu'elle n'était ici. Donc, ce crayon devrait ressortir un tout petit peu plus. Pareil, je n'appuie pas, mais je viens blender avec quand même. Mais c'est marrant, hein, dans mes souvenirs, il était beaucoup plus intense que ça. J'ai l'impression que entre temps, il s'est passé à peu près un mois entre les deux périodes, même si vous allez voir plus rapproché. J'ai l'impression que j'ai perdu du pigment sur ma page. C'est très très bizarre. Et voilà, la deuxième partie de feuille est faite. Donc là, on va passer à la partie de feuille qui est ici. Et on voit que là, on est sur quelque chose d'assez clair et pas très très dégradé. Donc je vais quand même faire un petit dégradé léger. On voit que la partie plus foncée, elle est ici. Voilà. Et un petit peu sur le bord du truc là. Donc là, je vais vraiment partir sur quelque chose de très très léger. Donc je mets ma première couche le plus foncé en léger. Je viens marquer un petit peu la forme de la feuille, mais très très léger aussi. Voilà. Et vous voyez, j'en mets beaucoup moins que sur les autres morceaux de feuilles que j'ai fait jusqu'à présent, hein. Là, je mets que ça. Ensuite, je viens prendre mon noir, mais juste vraiment pour marquer la base de la feuille. Je ne vais pas aller marquer la base de la fleur, je marque, mais je ne marque pas la pliure de la feuille. Voilà, et je mets vraiment que ça. Ensuite, je prends mon crayon intermédiaire pour activer un peu plus le dégradé. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai que je ne zoome pas sur les images. Il faudrait que je voie avec le montage si je peux zoomer ou pas. J'essaierai de faire des essais au montage. Je vous promets rien.
Parce que c'est vrai que je vous mets le colo en entier, mais peut-être qu'il faudrait que je zoome sur ce que je fais pendant que je filme. Mais alors là, ça va me demander une logistique de l'extrême. Donc je vais voir si je peux retravailler ça au montage ou pas. Voilà. Donc là, pour le moment, on n'a pas l'impression qu'il y a une grande différence avec l'autre d'à côté. Mais comme vous voyez, il reste pas mal de blanc. Donc là, je vais venir passer mon dernier crayon, donc le Earth Green Yellowish, donc le 168. Et je vais venir blender tout ça et combler le blanc. Donc s'il faut passer 2 couches de ce crayon, bah, je passerai 2 couches, 3 couches, 4 couches. Enfin, je passerai le nombre de couches qu'il faut pour avoir, pour que ma feuille soit complètement saturée. Et normalement, je devrais avoir une teinte qui apparaîtra plus claire que les deux autres. Si je ne me suis pas trop plantée dans ma sélection du combo. Parce que je l'ai testé, mais voilà. Il est vrai qu'en fonction des papiers, on n'obtient pas forcément les mêmes effets de crayon, il faut le savoir. Quand on fait ces nuanciers, on va avoir des teintes, mais en fait, en fonction du crayon qu'on utilise, on n'aura pas forcément la même teinte sur son papier. Voilà. Et je peux lisser un petit peu avec l'autre d'à côté en repassant. Hein. Voilà, donc je suis un peu plus foncée que ce que j'aurais voulu, mais on voit qu'il y a quand même une petite différence de teinte. Et je vais m'attaquer du coup à la dernière feuille de cet amas. Et là, si on regarde, on est sur foncé, plus foncé ici, donc moins foncé qu'ici, un peu plus foncé ici, qui se dégrade vers l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc toujours pareil, le crayon foncé, donc le 267, le Pine Green. Alors, comment ça se passe par rapport à la petite pliure? Eh bien, eux, ils n'ont absolument pas pris en compte la petite pliure qui est au milieu. Donc, c'est vraiment la zone comme ça, en arc de cercle, qui est dégradée. Et ok, donc on va, nous aussi, ignorer la petite pliure de feuille. Comme ceci. Donc là, je fais un peu comme sur cette feuille-là, c'est-à-dire je vais placer mon foncé en couche pas trop épaisse et je ne vais pas aller très loin, puisque si vous regardez bien, on est quand même sur plus clair que plus foncé. Et on voit bien la démarcation hein, sur l'illustration de Tracy. Donc je pense que dans cette séquence, dans cette partie-là, nous ne ferons que les feuillages, parce que je vois que j'ai fait 2 feuilles en 18 minutes, ce qui me dit que vu toutes les feuilles qu'il y a, on va encore partir sur une comment ça s'appelle, une partie qui va durer 1h30, 2 heures. Donc non, je n'aborderai que le feuillage, mais bon, c'est pas grave, on avancera tout doucement, mais sûrement. Donc là, je reprends mon noir pour marquer certaines zones, donc principalement la zone ici, qui est sous l'autre feuille. Je ne vais pas venir faire la partie ici, mais vraiment que la partie qui est sous la feuille, pour donner un peu de profondeur en fait entre les deux feuilles. Voilà, mais vous voyez, je fais vraiment quelque chose de très fin, très léger. Ensuite, je prends mon crayon intermédiaire, le 165. Je vous donne tous les noms au début, je vous les répète, les rabâches, etc. Je vous rassure, après, je vous le dirai un peu moins souvent. Je vous le répéterai peut-être de temps en temps si jamais il y a des gens qui prennent le... Si jamais vous avez fait stop à la vidéo et que vous reprenez en cours de route, voilà, pour pas vous dire, attends, c'était quoi déjà les crayons qu'elle utilisait. Donc de temps en temps, je les redirai, mais je les répéterai pas à ce point à chaque feuille. Comme je vous dis, là, c'est le début, je vous montre tout, etc. etc. Après, ça sera un peu toujours la même technique qui va revenir, donc je ne passerai pas mon temps à expliquer, réexpliquer, réexpliquer ma mise en couleur. Et je vous parlerai d'autres choses, mais sur les premières feuilles, j'aime bien beaucoup détailler, enfin sur les premiers éléments de la partie, j'aime bien beaucoup détailler, pour après, voilà. Après, ça va quand même être assez répétitif, il faudra juste étudier chaque position d'ombre et de lumière... pour comment dire, pour bien les placer, mais une fois qu'on a vu étudier l'ombre et la lumière, après le reste, ça sera assez rapide. Donc là, j'ai trouvé que mon dégradé n'était pas assez marqué
En fait, la partie foncée n'était pas assez visible. Donc je vais reprendre avec mon crayon foncé, remettre juste une petite zone de foncé à la base. Mais vous voyez, vraiment très très fine, même pas 1 mm d'épaisseur. Hein. Et je la dégrade à peine, puisque je vais prendre mon crayon le plus clair pour venir blender tout ça et puis colorier ma dernière zone, hein, tout simplement. Donc je pars bien de la partie foncée vers la partie claire pour déplacer les pigments et puis blender. Enfin, déplacer les pigments est un bien grand mot, ça ne déplace très peu les pigments, mais ça aide à avoir le côté fondu que l'on recherche. Donc là, je passe qu'une seule couche pour le moment, donc ça fait quelque chose de très peu coloré, pas très intense niveau couleur. Et c'est vrai que j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps à ce sujet, sur le fait que c'était Marine Coloriage qui en parlait. Que les polychromos étaient pas très intenses sur les premières couches, ce qui est totalement vrai, hein, quand on regarde là, c'est assez fade, c'est pas intense, mais ça me permet quand même de mieux travailler mon dégradé, de faire une première couche et ensuite de venir repasser plusieurs couches de façon à obtenir l'intensité et l'éclat qu'ils sont capables de donner. Et là, je peux insister davantage, quitte à repasser de la zone claire vers la zone foncée. Là, vous voyez, il y a quand même une petite différence d'éclat entre les deux. Hein. Donc, c'est pas grave si à la première couche, vous avez quelque chose qui vous paraît un peu décevant. Alors, je parle avec les polychromos, hein, je parle pas avec tous les crayons. Hein. Il y a des crayons, par exemple, apparemment, les Prismacolor que je ne maîtrise pas du tout, on est censé avoir un effet éclatant dès le début. Donc, voilà. Mais voilà, si avec les polychromos, votre premier passage, vous ne trouvez pas ça éclatant, c'est normal. Regardez, en passant quelques passages supplémentaires, c'est là où on obtient un effet beaucoup plus éclatant. Et voilà, on a fait nos 2 premières feuilles. Wouhou! Il y en a combien à faire? Allez, motivation, motivation. Après ces feuilles-là, je vais m'attaquer aux 2 petites feuilles qui sont ici. Ensuite, je ferai celles qui sont en bas. Et ensuite, je remonterai comme ça. En fait, j'ai commencé par celle qui me paraissait le plus simple. Je sais pas si c'était les plus simples, mais c'est celle qui m'attirait le plus. Et voilà, après, j'ai pas de préférence. Si on regarde bien les 2 illustrations, à part que les verts sont différents, on est vraiment sur les mêmes dégradés, placés exactement au même endroit, j'ai l'impression. Il n'y a pas trop de différence. Après, là, le dégradé est plus marqué, je trouve, que là. Peut-être parce que le vert ici est plus jaune et le vert plus foncé. Je sais pas. Mais en tout cas, au niveau... pour visualiser mes dégradés, je peux aussi bien regarder là que là. Même si je vous dis, j'ai l'impression qu'il est quand même plus marqué de ce côté-là. Donc pour cette feuille-là, celle qui est ici, je vois rien. Désolée. Donc en fait, on a la partie de la tige qui est contre l'arbre, qui est un tout petit peu plus claire que la partie au milieu. En fait, on a vraiment la partie foncée sur l'arc de cercle qui est ici et sur la partie intérieure ici. Alors, je vais commencer simplement par faire la partie intérieure ici. Voilà. Et après, je viendrai poser l'arc de cercle. Je ne vais pas faire les 2 parties séparément, je vais les faire en une seule. Et après, comment est la partie... Ouais, en fait, il y a la pliure, c'est un peu la fin de l'arc de cercle. Ok. Donc, je vais commencer par faire, comme j'avais fait ici, donc avec mon crayon le plus foncé, bien marquer mon premier dégradé. Si vous avez l'impression qu'il y a des coupures dans le montage, c'est normal, puisque mon téléphone enregistre à peu près 30 minutes de rush d'affilée. Et après, il crée un nouveau fichier. Et en général, je perds des données sur cette création de nouveaux fichiers. Je fais n'importe quoi, je vous parle en même temps. Donc là, j'ai posé une couche de foncé. Je viens prendre mon noir pour marquer la petite transition, l'épaisseur. Oui, quand il crée ce nouveau fichier, en fait, je perds à peu près 1 seconde de données. Donc, j'essaye, quand j'y pense, de couper avant pour que ça soit un peu plus fluide. Donc, c'est pour ça que vous avez des coupes. Et puis aussi, je suis incapable de tourner en continu pendant 2 heures et de parler en continu pendant 2 heures. Après avoir mis mon noir, je replace une couche de mon pine green, donc le plus foncé. Et ensuite, je prends mon intermédiaire qui est le juniper green. Finalement, j'avais dit que je ferais tout d'un coup, mais je fais la petite zone d'abord. Donc, exactement de la même façon que là. Je viens travailler mon dégradé. La zone est beaucoup plus petite. Et après, je prends mon Earth Green Yellowish. Oui, je le lis à chaque fois. Je suis incapable d'une minute à l'autre de me rappeler du nom de mes crayons.
C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, nous allons passer sur cette zone-là. Donc j'ai dit, quand on regarde, c'est tout l'arc de cercle qui est ici, jusqu'ici à peu près, qui est le plus foncé. Donc en fait, on a toute la partie de la tige ici qui est foncée et qui se dégrade vers l'arbre. Et ensuite, on a l'arc de cercle qui est là, à peu près enfoncé. Voilà, et la limite du dégradé est à peu près cette ligne sur la feuille. Mais c'est vrai qu'on voit que Tracy, dans ses inspirations, se préoccupe très peu des plis de feuilles et choses comme ça dans son dégradé. Elle ne les marque pas. Donc, je suis son inspiration, je ne le marque pas. Donc là, avec mon foncé, je viens marquer ma partie foncée. Comme cette partie foncée ne passe pas sous un autre élément, je ne vais pas avoir recours au noir, donc j'intensifie un peu plus vraiment le bord de ma feuille. J'hésite pas à venir limite saturer le papier sur le bord de ma feuille, mais vraiment très très fin, hein. Je veux pas qu'on ait une grosse démarcation de crayon, mais comme si en fait j'essayais de recouvrir le trait noir. Alors avec les polychromos, ne recouvre pas les traits noirs, mais vous voyez un peu l'idée. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait mon dégradé avec le foncé, je prends le intermédiaire que je viens dégrader jusqu'au bois ici, parce qu'il est vers l'éclaircissement, mais ce n'est pas la teinte la plus claire. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon, vous avez tout dans le truc. De toute façon, je vous dis, je vais faire des essais de montage. Donc je ne vous dis pas j'ai zoomé, j'ai pas zoomé, parce que je ne sais pas encore ce que je vais être capable de faire, mais je vais essayer. Je vais essayer de faire des choses. Je promets rien. Et là, donc avec la teinte intermédiaire, je viens amplifier mon dégradé. Donc par rapport à la feuille là qui a une forme, on voit que le dégradé, il suit quand même l'arc de celle-ci. Il est un petit peu marqué ici. Et du coup, le dessous, je vais le marquer avec celui-ci, pas avec le vert foncé. Voilà. Comme ça, normalement, ça devrait faire un effet un peu plus clair de ce côté-là que de ce côté-là. Donc là, je retravaille mon dégradé de façon à avoir l'intensité voulue avec la teinte intermédiaire, puisque cette partie de la feuille, la partie gauche, est plus foncée que la partie droite. Donc, quand je vais mettre la troisième couleur, il faudra quand même qu'il y ait une petite différence d'intensité entre les deux. Tout simplement, comme ceci. Voilà, et je travaille mon dégradé, donc j'hésite pas à mettre une pré-couche très légère avec le intermédiaire. Et ensuite, je viens finir de travailler tout ça avec mon crayon le plus clair, comme ceci. Donc du foncé vers la partie claire pour bien blender. Et limiter les démarcations. Le zéro démarcation, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, mais il est quand même très très dur à avoir, mais on peut quand même très fortement limiter. Après voilà, sur ce papier, on a le grain du sur ce papier avec les polychromos, on a le grain du papier. Je sais qu'il y a des gens qui savent très bien colorier en faisant disparaître le grain du papier. Moi, c'est pas mon cas. Et mais c'est pas grave, je m'en accorde très très bien. Donc voilà, nous avons fait notre feuille supplémentaire. Donc on va pouvoir passer à la petite feuille du dessous. Et quand on voit la petite feuille du dessous, on a la partie supérieure, donc celle-ci, qui est plutôt foncée, mais très peu. Il n'y a pas beaucoup de dégradé sur la partie du dessus. Par contre, on voit que la partie claire, on est plus foncé ici et plus foncé là, et le clair au milieu. Celle du dessus, je dirais qu'on a le foncé à la base là, mais c'est très très léger, donc on va venir travailler ça. Donc toujours le crayon le plus foncé, le 267, le Paint Green. Donc je vais venir mettre une petite couche. Là, je travaille avec des crayons très très bien taillés pour justement me permettre de faire des choses ultra fines. Et c'est en ça que les polychromos, je les trouve adaptés, c'est que il n'y a pas besoin de les tailler toutes les 30 secondes. Ils restent quand même assez facilement en pointe et je peux quand même travailler des choses assez précises pendant un petit moment sans avoir besoin de les retailler. Donc vous voyez, là j'ai fait cette petite zone là que j'ai un peu plus intensifiée avec mon crayon foncé et je viens dégrader
Donc je dégrade un peu loin parce que cette couleur est plus foncée, enfin cette zone est plus foncée que celle du dessous. Donc on est quand même sur une dominante des deux plus foncés et non des deux plus clairs. Maintenant sur cette zone, comme on devine que l'ombre est liée à la partie de la feuille qui se replie sur l'autre, je viens prendre mon noir pour donner l'impression de volume. Comme ceci. Donc pareil, très léger, juste un très fin trait. Et je prends mon intermédiaire, le Juniper Green, le 165. Pour poursuivre, alors pour fondre le noir dans le reste et pour poursuivre le dégradé quasiment jusqu'au bord. Et venir ensuite dégrader avec le vert clair. Donc le 168. Voilà. Et vous voyez, la feuille, elle n'est pas si claire que ça, en fait. Elle n'est pas si foncée que ça, en fait. Pardon. Le clair reprend quand même très facilement le dessus. Donc là, on va partir sur la partie du dessous. Donc, la partie du dessous, il ne va pas falloir mettre beaucoup de vert foncé parce qu'elle est quand même très, très claire. Donc, on a la base ici qui est un peu plus foncée. Voilà. Mais je passe vraiment qu'une seule couche assez légère. Et on a la partie ici aussi qui est un petit peu plus foncée. Donc là, quand on regarde comme ça, on se dit, bah ouais, mais ça va être exactement la même couleur. Non, parce qu'en fait, je mets qu'une seule couche assez légère et je vais pas mettre de noir. Donc là, j'ai mis donc, mon foncé. Je prends l'intermédiaire que je viens dégrader. Donc l'intermédiaire, toujours le 165. Hein. Voilà. Et comme vous le voyez, effectivement, on a un peu les mêmes couleurs, mais on a encore beaucoup de blanc du papier visible. Donc c'est là où celui-ci va prendre sa place. Et là, je vais venir dégrader, donc pareil, du plus clair, enfin du plus foncé vers le plus clair. Je place ma première couche pour fondre les couleurs entre elles. Et ensuite, je viens placer mes autres couches de manière à obtenir l'intensité souhaitée. Et là, on va avoir une feuille qui va paraître, enfin une zone de feuille qui va paraître plus claire que l'autre. Voilà, c'est léger. C'est sûr que c'est plus léger que ici, mais c'est quand même un peu plus clair. Ensuite, on va passer aux deux petites tiges qui sont là. Clairement, c'est très très peu distinguable, mais de ce que j'ai vu, on a la base de la tige qui est plus foncée et ça s'éclaircit vers le bourgeon, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc, avec le vert foncé, hop, je marque bien les bases et je dégrade, tout simplement. Voilà. Ensuite, je prends mon noir pour marquer la zone de recouvrement et décoller un petit peu. Voilà. Je prends mon intermédiaire pour poursuivre le dégradé. Après, elles sont assez foncées, hein. C'est pas là où la lumière est le plus présent. Donc, je peux étirer avec mon intermédiaire assez loin. Sur les petites zones comme ça va en général, c'est quand même assez rapide à faire. C'est l'avantage. C'est pas les zones où on se prend plus la tête sur les dégradés. Comme ceci. Ensuite, on a un petit bout de branche, enfin de tige ici aussi. Donc il est vraiment tout petit et il paraît limite monochrome. Mais bon, comme il est plus gros sur mon dessin, on va le faire. On va essayer de le travailler un petit peu. Donc je mets du foncé de part et d'autre, puisqu'il y a la feuille qui le recouvre, il y a la branche qui le recouvre. Une petite pointe de noir pour décoller. Et ensuite, je me contente de l'intermédiaire pour fondre le tout. Voilà, c'est rien de plus.
J'espère que vous étiez encore dans le champ. Non. Oh zut. Ah, je sais pas si vous l'étiez. Désolée si c'était pas le cas. Et ensuite, on va faire les 3 feuilles qui sont en bas. Et vous voyez que les 3 feuilles, elles sont relativement claires. Mais si on regarde bien, on a la base, c'est-à-dire la partie qui est sous la fleur, qui est la partie la plus foncée. Donc, on va essayer de partir de ce dégradé-là. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même... Ah non, on n'a pas la même coupe. Nous, c'est coupé plus... Nous, c'est coupé à la base du truc au milieu, alors que là, on a le dessous. Ouais, on n'a pas tout à fait... C'est pas coupé pareil. Pas grave. Ah oui, puis en haut, c'est pareil. On n'a que 2 fleurs en haut, alors que là, il y en a 3. Et sur le côté aussi, on est plus court. Par contre, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on est bon, mais là, on est plus court, parce qu'on n'a qu'une seule fleur, alors que là, il y en a 3. Ouais, c'est un peu raccourci. Bref, là n'était pas la question. Donc, avec le crayon foncé, hop, on va venir poser une base. Mettre les petites touches de vert, franchement, ça, je trouve que ça change déjà le color. Alors vous allez me dire, c'est normal, en même temps, tu avais fait que le bois. Oui, il restait beaucoup de blanc, mais ces petites touches de vert, ça me rebooste dans ce colo. J'avais fait un petit blocage là, post après la première partie. Et j'avoue que là, je vais mettre, comme je commence à colorier les bords, je vais mettre un petit brouillon. Hop. Pour éviter de trop tacher les autres pages. Ouais, de voir la couleur apparaître, ça me rebooste. Après, j'arrive pas à me décider si je fais des fleurs blanches ou des fleurs rouges. Parce que là, pour le moment, je suis le bois de cette couleur-là et les feuilles de cette couleur-là. Mais j'aime pas les pierres de cette couleur-là. Donc, je suis en gros dilemme. Je suis en très très gros dilemme. Et je pense que quand... Ah, c'est mon livre qui a mon papier qui est un peu abîmé. Quand je serai arrivée à ce stade du colo, bah, vous n'aurez pas encore eu le temps de me donner la réponse. Ou alors je vous pose la question en vlog. Ouais, why not? Du coup, ici, on a le pétale. Donc ça, c'est un bout de feuille. Ok. Donc on va le mettre en couleur comme ceci. Moi, je vous poserai la question en vlog après avoir fait toutes mes feuilles, je pense. Alors, j'ai fait ma première couche avec le foncé, le noir pour décoller. Vous commencez à connaître. Comme ça, quand je vais passer sur ces feuilles-là, je commencerai à vous parler de la genèse du conte de Blanche-Neige. Et qu'est-ce que j'entends par la genèse du conte de Blanche-Neige? En fait, quelle est son origine, qui a été la première personne à écrire ce conte, etc., etc. D'où ça vient, de quoi a-t-il été inspiré, enfin tout ça, quoi. Voilà. Bon, même si je sais qu'à ce stade, il y en a déjà plein qui sont partis. Voilà, donc j'étire. En fait, je fais la même chose à peu près à toutes les feuilles. Hein. Le plus gros travail, entre guillemets, c'est de repérer où est l'ombre, où est la lumière. Dire que... Et les feuilles, ces feuilles-là sont vraiment... Enfin, moi, je les trouve pas trop compliquées. Hop. Et ensuite, le crayon clair pour finaliser tout ça. Et voilà. Hop. Oui, je passe des couches et des couches. Hein. Ça paraît peut-être pas, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais si je suis dans le cadre déjà. Ouais, si, c'est bon. Mais je passe plusieurs couches avec mon verre clair. Ouais, là, j'ai un défaut sur mon papier. Il y a un creux et bon, bah, j'aurais pas mieux, hein, du coup. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à celle-ci. Alors, maintenant, pour faire cette zone-là, je vais commencer par les petites tiges en bas. Ça va être exactement la même chose que celles qui sont ici. Voilà, ça va pas être très, très compliqué. Hein. Donc, on va partir... Je vois qu'il y a une petite zone normalement que j'aurais dû laisser verte sur
Sur le bois, bah, c'est pas grave, je recouvre, tout simplement. Donc je repars de la base et je reviens en dégradé, tout ce qui est plus basique, vers le bourgeon. Je vous dis, les petites zones comme ça, c'est pas les plus difficiles. Et comme ça va me permettre d'entamer. Alors je regarde juste un truc. Ouais. Il y a un petit détail ici, je sais pas si c'est la statue ou le bourgeon. Et ben tant pis, ça deviendra un bourgeon. Parce que même là, en fait, c'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Donc c'est toujours le même sens, hein. Le 267, le 165 et le 168, et si besoin, un peu de noir. Et donc, je vais commencer à papoter avec vous sur ce conte de Blanche-Neige, puisqu'il faut savoir que ce n'est pas Walt Disney qui a inventé ce conte. Walt Disney l'a adapté en version cinématographique long métrage, je crois que c'est en 1937, mais ça, je ne sais plus, parce que bien sûr, ça, je n'ai pas pensé à le noter. Enfin, si, je l'ai peut-être noté, mais plus tard, donc... je crois que c'est ça, je crois que c'est 1937. Mais en fait, c'est un conte qui existe depuis... en fait, la toute première trace découverte de ce conte remonte à 1870, dans la toute première version manuscrite du recueil des frères Grimm. Et il ne s'appelait pas du tout Blanche-Neige à cette époque-là, il s'appelait L'enfant malheureuse. Voilà, rien à voir. Mais en fait, ouais, voilà, les frères Grimm ont collecté pas mal de contes, de légendes, d'histoires, de choses comme ça à travers les folklores allemands. Et ils ont créé l'histoire de cette enfant malheureuse à travers plusieurs histoires qu'ils ont recueillies pendant leurs recherches. Et ils ont créé ce premier conte, justement, pour leur première publication de 1810. Et en fait, il existe deux principales personnes, deux principales histoires qui sont à l'origine justement de l'histoire de Blanche-Neige. Donc la première, c'est Margaretha von Waldeck, qui est une jeune femme qui a été forcée de quitter le domicile familial par sa belle-mère, parce que elle s'entendait pas avec sa belle-mère, et malgré ce début de vie difficile, le fait de s'être retrouvée mise à la porte par sa belle-mère, elle a épousé quand même elle a épousé Philippe II d'Espagne, voilà, alors que voilà, la famille du prince d'Espagne n'était pas pour cette union, mais elle a quand même réussi à épouser ce prince, malgré le fait que elle a été rejetée par sa famille et tout. Et ce qui relie un peu plus cette histoire au conte actuel de Blanche-Neige, puisque déjà on se dit elle a été rejetée par sa belle-mère et elle épouse un prince, on est quand même déjà bien dans l'histoire de Blanche-Neige. Mais en plus, il faut savoir qu'en 1554, elle meurt empoisonnée pour a priori, ce qui serait des raisons politiques. Donc ça, c'était la première histoire. Ensuite, nous avons la deuxième histoire, qui date du XVIIIe siècle, elle. Alors, attendez. Je suis sur une zone un peu plus critique. Donc 18e siècle. Donc là, pour cette zone-là, je fais une base foncée, je mets mes petites zones de noir là où il y a des feuilles qui recouvrent. Et après, pareil, je refais mon dégradé classique. Et donc, en fait, il s'agit de l'histoire de Maria Sophia von Herthal. Alors, désolée si ce n'est pas le bon terme, si c'est pas la bonne prononciation, j'ai toujours été très très mauvaise en allemand, qui était née Lor am Main. Et il existe toujours un château. Le château de cette dame existe. Et il se visite. Et a priori, parce que ne l'ayant pas vu, je ne sais pas si c'est réel ou pas, il a 7 collines situées derrière la forêt de la ville. Enfin, à 7 collines de distance du château, derrière la forêt de la ville, il y a une ancienne mine où apparemment n'étaient employés que des enfants et des gens de petites personnes.
Donc voilà, c'est encore des petits critères qui ont aidé à la construction du conte de Blanche-Neige, puisque voilà, c'est un peu le descriptif entre le château de la Méchante Reine, ex-château de Blanche-Neige, et la maison des 7 nains. Et les 7 nains travaillent à la mine, dans une mine employée où il n'y a que des nains. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que la belle-mère de Maria, qui la méprisait, donc elle ne l'a pas rejetée, elle ne l'a pas obligée à fuir le domicile, etc. Mais elle possède un grand miroir qui était appelé le miroir parlant, puisqu'il était inscrit dessus amour-propre. Donc ça revient un petit peu au miroir de la belle-mère, puisque elle passe son temps à demander au miroir qui est la plus belle, elle cherche à retrouver son amour-propre à travers son miroir, et les frères Grimm se sont inspirés de ce fameux miroir pour créer le miroir de Blanche-Neige. Voilà. Donc c'est vraiment les deux histoires les plus parlantes autour du conte de Blanche-Neige tel qu'on le connaît actuellement. Mais bien sûr, ils se sont inspirés d'autres histoires qu'ils ont pu recueillir, mais c'est quand même les deux plus marquantes. Je sais que pour la deuxième, je vous ai un peu mal expliqué l'histoire du château avec les collines et tout ça, mais bon, si vous connaissez le conte de Blanche-Neige, je pense que voilà, vous faites un peu le lien avec la description du château et de l'environnement du château, quoi. Donc là, sur cette petite partie de feuille, je reprends exactement le même processus que là, c'est-à-dire que je passe je passe 2 couches de foncé, ma petite couche de noir et ma couche d'intermédiaire en laissant très peu de place au clair, mais que je vais venir quand même blender au clair. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour la feuille qui descend, on voit bien que la partie foncée est sur l'arc de la base de la feuille. Donc on va venir suivre la forme de la feuille pour placer notre partie foncée. Hop. Donc le conte de Blanche-Neige, à partir du moment où il a été publié pour la première fois, donc sous le nom de l'Enfant malheureuse, il faut savoir que que les contes des frères Grimm ont été publiés plusieurs fois avec des modifications, avec des ajouts, avec tout ça. Et ce conte-là a été présent dans l'intégralité des différentes versions, des différentes éditions de l'ouvrage. Je trouve pas mes mots. C'est difficile. Je suis pas faite pour être prof, hein, parce que je n'arrive pas à me concentrer sur mon coloriage et sur ce que je vous raconte. Donc en fait, à chaque nouvelle édition, à chaque nouvelle version du livre, du recueil de contes des frères Grimm, ce conte est présent et il subit quelques modifications, puisque dans la toute première version, la reine n'est pas une belle-mère. La méchante reine n'est pas une belle-mère, il s'agit en fait de la vraie mère de Blanche-Neige. Je me concentre. Ah, excusez-moi, le téléphone qui sonne. Bon, où en étais-je rendu de mon petit blabla? Donc j'étais sur cette feuille-là. Attendez que je la retrouve. Oui, c'est celle-ci. Donc, l'arc enfoncé avec beaucoup de clair sur l'extérieur. Je sais que là, je n'ai fait que la couleur foncée pour le moment. J'ai bien séparé mes crayons pour pouvoir m'y retrouver. Et donc, j'étais en train de vous expliquer qu'au fur et à mesure des éditions et des traductions, l'histoire évolue, mais les principaux éléments s'y retrouvent. Donc, comme je vous disais, en fait, dans la toute première version des frères Grimm, il ne s'agissait pas d'une belle-mère ou d'une marâtre, mais il s'agissait de la mère de Blanche-Neige. Alors, elle ne s'appelait pas Blanche-Neige à l'époque. C'était sa mère naturelle, mais ce n'était pas sa belle-mère. Mais dans tous les cas, c'était déjà une méchante reine. Et il représentait déjà le désir de rester la plus belle pour la mère, du coup, à l'époque, de rester la plus belle femme, le refus de vieillir et de se laisser détrôner par une femme plus jeune. C'est... J'arrive pas à faire les deux en même temps, c'est horrible. En fait, c'est en 1819, lors de la deuxième édition. Donc, vous voyez, il s'est quand même passé pas loin de 9 ans entre les deux éditions de ce conte, que la mère devient la belle-mère. Et que le terme de marâtre est utilisé. Parce qu'en fait,
ils ont fait ce choix scénaristique, entre guillemets, parce qu'apparemment, c'était plus facile d'accepter ce rejet, enfin, cette position de la marâtre méchante, à vouloir se débarrasser de la jeunesse et tout, de la part d'une belle-mère, c'était plus acceptable que de la part d'une mère. Apparemment, il y avait eu pas mal de critiques à ce sujet, comme quoi une mère ne pourrait jamais faire ça, etc. Alors qu'on sait très bien que si une mère peut se sentir en danger par sa fille ou ses enfants, et donc éventuellement chercher à s'en débarrasser. Enfin voilà, l'histoire depuis nous a montré quand même que l'instinct maternel n'est pas forcément si inné que ça. Donc en fait, le principe, c'est que dévorée par la jalousie et refusant de vieillir, donc cette femme, la mère ou la marâtre, au choix, euh, elle s'adresse à un miroir qui a pour seule possibilité de dire la vérité. Et elle cherche à se rassurer sur sa beauté. Donc, attendez, je vais partir. Donc là, on voit que la feuille du haut, on est sur une phase plutôt foncée, avec une base ici foncée. Donc on va faire ça. Et dans les versions de Grimm, on est à peu près comme dans la version de Walt Disney. En fait, c'est le miroir qui, un jour, disant la vérité, exprime le fait que Blanche-Neige est en train de détrôner sa belle-mère sur sa beauté. Mais il existe d'autres versions que celles de Grimm et celles de Walt Disney qui sont moins connues, mais qui en fait ont pour élément déclencheur comment ça s'appelle c'est le regard des hommes et non le miroir. En fait, dans la version des frères Grimm et dans Walt Disney, ils ont représenté ce regard extérieur, le regard de la société et le regard des hommes, etc., par le miroir, mais versions, d'autres versions expriment clairement le regard masculin et le désir comme étant l'élément déclencheur, le fait qu'elle n'était plus l'attrait du désir, mais que c'était Blanche-Neige qui commençait à représenter cet attrait. Dans les contes de Grimm, deuxième étape importante du conte à travers le conte de Grimm, c'est le moment de l'abandon, qui est sur ordre de la reine à chaque fois. Et quelle que soit la version, il est accompli par un auxiliaire, donc une personne autre, qui est en plus chargée de lui apporter la preuve de la mort. Donc ça peut être aussi bien une servante selon les versions, ça peut être une servante, un soldat, ou la version la plus connue, celle du chasseur, qui emmène justement Blanche-Neige. Donc elle, comme je vous ai dit, elle s'appelle, nous on va l'appeler Blanche-Neige tout du long, mais elle ne s'appelle pas Blanche-Neige tout de suite, hein, il faut du temps avant qu'elle devienne Blanche-Neige, mais qui va emmener la jeune fille loin du monde organisé par les humains, et qui au final n'aura pas le courage de réaliser sa mission et lui laissera la vie sauve en la laissant, en l'abandonnant loin de cette vie où elle est rejetée, et donc loin de sa vie d'enfant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la toute première version, en fait, dans le conte que l'on connaît aujourd'hui, elle demande la méchante reine demande à ce qu'on lui apporte le cœur pour prouver que Blanche-Neige est bien morte. Et le chasseur rapporte le cœur d'une biche. Mais il faut savoir que dans la version originale, la première version écrite par les frères Grimm, il ne fallait pas que rapporter le cœur, il fallait également rapporter le foie et les poumons, puisque une légende disait que pour s'approprier la force et la beauté, etc., il fallait manger les organes de sa victime. Donc la reine mange le foie, les poumons et le cœur de ce qui était censé être Blanche-Neige, mais qui en réalité était un marcassin. Voilà, dans la première histoire. Alors,
On va repartir sur nos petites feuilles, puisque j'avance, mais hein. Donc nous avons la partie qui est ici, on voit qui est relativement claire, donc je vais travailler un petit peu mes pointes, parce qu'on voit que le foncé est ici et ici. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est exactement la même chose. Le dégradé est plus marqué ici, on le voit plus. On a quand même plus le foncé ici et là que là, mais on voit bien que voilà, juste les pointes sont foncées et le milieu est bien clair. Donc je vais faire exactement la même chose. Donc un autre élément qu'on retrouve dans toutes les versions des frères Grimm, c'est la forêt. C'est quand même très souvent le cadre privilégié de l'abandon. Mais parfois, on le retrouve aussi dans des endroits déserts hors du monde. Là, ça peut être un puits, une caverne, enfin voilà. Il existe quand même plein de versions, mais dans l'idée, c'est toujours d'abandonner un endroit où elle va se retrouver seule et elle va pouvoir et où elle va avoir besoin d'échapper au monde sauvage. Et en fait, cet endroit désert, c'est le symbole en fait du passage de l'enfance à la vie adulte. C'est-à-dire que c'était une enfant, elle est abandonnée dans cet endroit où on ne sait pas ce qu'il se passe, et elle réapparaîtra en tant qu'adulte, prête à se marier, en fait. Donc, en fait, ce lieu abandonné, loin de tout, où elle va devoir se débrouiller, c'est quand même un lieu charnière dans la vie. C'est le passage charnière dans la vie entre le moment où on n'est plus une petite fille, où on quitte sa place de petite fille pour découvrir la place d'adulte, et où, en fait, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais ça se fait quoi qu'il arrive, en fait. Et dans les versions de Grimm, ainsi que dans la version de Disney, ce lieu de transition, c'est là où elle découvre le fameux refuge. Donc, dans le conte que l'on connaît, la cabane des 7 nains, mais ça peut être une maison, une grotte, un lieu souterrain, qui est à l'écart de celui des humains qu'elle connaît, des humains avec la marâtre, avec le chasseur et tout ça, et où elle y rencontre des personnes, donc les nains, que ce soit chez les frères Grimm ou Disney, mais ça peut être aussi des génies, des ogres. Et il existe même une version bretonne intitulée La Petite Toute Belle, donc ça change un petit peu, et c'est 3 dragons qui recueillent la jeune fille. Et à chaque fois, quel que soit... Alors là, c'est un peu plus compliqué. Quelle que soit la personne qui la recueille, à chaque fois, en fait, elle passe dans une phase d'enfermement où elle est coupée du monde réel. Elle vit chez ces êtres qui la recueillent et coupée du monde réel, du monde extérieur, pardon. Elle est enfermée, coupée du monde extérieur. Comme le plan initial n'a pas fonctionné, la marâtre revient pour essayer comment dire, d'arriver à ses plans, parce que elle découvre que elle n'est toujours pas la plus belle, puisque la plus belle est toujours en vie. Et là, elle va utiliser plusieurs stratagèmes pour essayer de s'en débarrasser, et selon les versions, les stratagèmes différencient à peu près, et il peut même aller jusqu'à 3 stratagèmes dans l'histoire. Mais à chaque fois, c'est à travers des objets empoisonnés ou des objets qui sont attribués à la féminité. C'est-à-dire qu'elle a essayé de lui enserrer le cou, j'utilise ce terme un peu qu'on utilise peu, mais pour que ça passe, à travers un lacet de corset par exemple, ou l'usage d'un peigne empoisonné. En fait, à chaque fois, pour représenter comment ça s'appelle, ce désir d'être la plus convoitée, d'être la plus belle, ça représente la coquetterie, et ce qui amène au final la méchante reine à rejeter Blanche-Neige et à vouloir la faire disparaître. C'est pour rester sur justement cette séduction, être la plus belle, quoi. Donc c'est pour ça que c'est toutes les armes
utilisés pour faire disparaître Blanche-Neige sont liés à la séduction et à la coquetterie. Et dans la version, elle est quand même sauvée par 2 fois par les nains. Donc, avec le fameux lacet de corset et avec le peigne empoisonné. Et par contre, elle perd au 3e piège, qui est celui de la pomme. Sachant que la pomme, on sait tous ce que symbolise la pomme dans la Genèse, dans la Bible, etc. Donc c'est la tentation ultime et ça marque aussi sa désobéissance par rapport à ceux qui l'ont recueillie. Puisqu'elle a ouvert la porte à une inconnue et a accepté l'offrande de cet inconnu. Donc, dans le film de Walt Disney, la pomme l'endort. La pomme empoisonnée l'endort dans un coma profond duquel elle ne se réveille pas. Mais dans la plupart des versions des frères Grimm, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. En fait, le poison, elle est morte, mais elle garde quand même son aspect intact et c'est le refus de ses nouveaux compagnons de la voir disparaître qui fait qu'elle est exposée dans un cercueil de verre, etc. Alors, ça, c'est la version Disney, hein, le cercueil de verre, etc. Mais en fait, elle garde son aspect quoi qu'il arrive, mais elle n'est plus considérée comme vivante. Alors que dans le Disney, on dit bien qu'elle est endormie, etc. Mais non, elle est considérée comme décédée dans les versions des frères Grimm. Mais son corps est exposé par refus de ses compagnons de lui dire adieu et de la voir disparaître. Quand à la fin du conte, quand le prince découvre Blanche-Neige, il ne part pas du tout à sa recherche, il tombe par hasard sur elle et décide de ramener le corps au château. Ce n'est absolument pas un baiser qui réveille la princesse, mais un malencontreux accident qui fait se déloger le morceau de pomme de sa trachée et qui l'aide à reprendre respiration. Voilà, nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre que toutes ces les fameuses images romantiques de Disney. Mais voilà. Voilà pour ce qui est la création du tout premier récit. Après, quel que soit le récit, alors je vais faire les feuilles qui sont là. Donc on voit, on est pareil sous la base des feuilles pour la partie foncée qui s'éclaircit vers la pointe. Hein. En fait, on est un peu toujours sur la même base. Tous les récits se terminent par le mariage de Blanche-Neige avec le prince. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et par contre, c'est le destin de la reine qui est beaucoup plus contrasté, puisque dans la version de Disney, nous avons quelque chose d'assez édulcoré. Voilà. Mais il faut savoir que la version des frères Grimm est la plus violente. Alors la version de Disney, c'est vraiment la plus édulcorée. Ensuite, on a une version où de rage, en fait, elle s'étouffe de rage, la méchante reine, et elle meurt comme ça, elle tombe malade et elle en meurt. Mais dans la version... Voilà, qu'est-ce que je vous fais des E? Dans la version des frères Grimm, en fait, elle est condamnée à assister au mariage, donc à profiter pleinement du bonheur de Blanche-Neige, qui se marie avec le prince, donc qui lui vole le pouvoir aussi par la même occasion. Et elle est condamnée à assister à ce bonheur tout en portant des souliers chauffants. Et elle est obligée de danser toute la nuit avec les fameux souliers chauffants. Et voilà, c'est ce qui entraîne, sa fin. Voilà.
Mais le premier conte n'avait absolument rien de romantique. Enfin, le premier conte, même toutes les versions des frères Grimm, il y avait effectivement, même si ça se termine par le mariage, puisque ça reste un conte, etc., il n'y avait pas tout le côté romantique avec Blanche-Neige qui attend son prince, etc. Il n'y avait pas tout le côté un peu romantique avec les petits animaux de la forêt et tout. On était sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Et c'est vrai que Walt Disney en a proposé une version quand même beaucoup plus édulcorée, déjà en réduisant le nombre d'organes à récupérer et à limiter ça au cœur, puisque, une fois encore, le cœur symbolise le romantisme, la passion, enfin, la sensualité, etc., alors que le foie et les poumons sont tout de suite un peu plus connotés que le cœur. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite genèse du conte, comment on est passé d'un conte populaire des frères Grimm de 1810 à un film en dessin animé de Walt Disney en 1937. Je sais plus. Oui, c'est ça, 1937. Je l'ai bien noté en fait. En 1937. Sachant que ce conte n'est pas venu intégralement de l'imaginaire des frères Grimm, puisque ils se sont inspirés des différents récits folkloriques allemands qu'ils ont recueillis pour créer tous leurs contes. Voilà. C'était ma petite genèse. Donc ça ne m'aura pas suffi à occuper tout mon color and chat, enfin tout mon color and chat, tout mon color with me, mais ce n'est pas grave. Ça aura quand même un petit peu occupé le temps. C'était un exercice pas si facile que ça pour moi de me concentrer sur ma mise en couleur et sur mes blablas. Puisque même si c'est des petites notes que j'ai prises, bah, c'est quand même assez difficile de tout remettre en place dans sa tête. Mais voilà, c'est un exercice que j'essayerai de refaire. Comme je vous ai dit, j'ai prévu deux autres petites parties comme ça pour accompagner d'autres étapes de mon Color With Me. Alors il y en a une, je l'ai peut-être déjà un petit peu, je vais revoir quand je préparerai la vidéo, mais je me dis je l'ai peut-être déjà un petit peu trop... J'en ai peut-être un peu trop parlé déjà aussi, donc on verra ça. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vais finir, je regarde le temps, 27. Ouais, je finis cette feuille, je coupe et je relance. Je vais finir tranquillement mes petites feuilles en vous parlant d'autre chose ou en vous expliquant ce que je fais. Bon, en vrai, on en est déjà à 1h30, je n'ai fait que ça. Ça promet, vu tout ce qu'il reste. Mais bon, donc là, je vais finir par blender ici. Et puis voilà, je vais quand même faire toutes les feuilles avec vous sans accélérer, puisque c'est un Color With Me, je n'accélère pas. Mais je vais essayer de meubler comme je peux. Voilà. Hop, voilà. Et je meuble ici. C'est vrai que je pensais que je mettrais un peu plus de temps à vous raconter tout ça, mais finalement, non, ça a été assez rapide. Hein. On repart ensuite avec cette grosse feuille-là, et là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la petite zone de noir pour décoller un peu les fleurs, pardon. Donc, bah, c'est pas grave, parce que mon papier n'est pas encore 100% saturé. J'avais obtenu la teinte que je voulais avant qu'il soit complètement saturé. Donc, je viens simplement mettre ma petite zone de noir comme ceci, que je dégrade légèrement. Comme ça vous montre, hein, si à un moment vous vous rendez compte que vous avez oublié, ou pas forcément que vous avez oublié, mais que le résultat ne vous satisfait pas. Et je prends la couleur la plus claire, du coup, pour éviter de rajouter de l'intensité au vert et de devoir retravailler tout mon dégradé, pour simplement dégrader le noir. Et voilà. Donc si à un moment vous estimez que votre zone de dégradé n'est pas à votre convenance et que vous avez l'impression que vous avez déjà fait ce que vous aviez à faire sur la feuille, vous pouvez quand même retravailler un petit peu sans avoir à tout refaire. Et donc là, sur cette feuille, on voit qu'on est quand même dans la continuité de l'ombre. Donc on va continuer en fait en suivant la forme de la fleur pour mettre nos ombres. Donc la couche de vert foncé qui va en direction de la pointe de la feuille à peu près. La branche n'apporte aucune ombre sur la feuille, c'est que la fleur. Et le truc du dessous, là, la partie du dessous, elle a une ombre légèrement ici. C'est tout. Hop, voilà, comme ça. Je vérifie bien que ça filme. Ouais, c'est bon, ça filme.
Donc oui, c'est quand même dans ce genre de coloriage que je me rends compte que c'est long le colo. En fait, quand je colorie de manière habituelle, c'est-à-dire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, que je ne filme pas tout le processus de coloriage, je ne me rends absolument pas compte du temps que je peux passer sur mes éléments. Puisque je vais faire un élément par-ci, un élément par-là, et en fait, depuis que je fais le Color With Me, je me dis, mais en fait, je suis super lente. Parce que je ne me rendais pas compte que je mettais autant de temps pour colorier. Enfin voilà, quasiment plus d'une heure pour faire juste ces petits trucs. Alors je sais que je vous parle en même temps et que forcément ça a un impact. Mais voilà, c'est clair que je ne suis pas la plus rapide hein, pour colorier. Après, moi, je ne fais pas la course. Hein. Je ne cherche pas à avoir le plus de coloriage à la fin du mois. Là-dessus, pas de souci. Je cherche à faire des coloriages qui me plaisent et avec lesquels je prends du plaisir. C'est vrai que si je ne prenais pas de plaisir à faire les coloriages, je n'insisterais pas. Hein. Mais franchement, de voir mes petites feuilles apparaître, j'apprécie énormément. Je suis en train de... Je vais pas dire de me débloquer, parce que je me... Enfin, je sais pas comment dire. Ce que j'expliquais dans un vlog précédent, bon là je suis pas en vlog, hein, mais je me dis maintenant il faut que je papote, vu que je n'ai pas de suite de prévu pour l'histoire de Blanche-Neige. Enfin, elle est prévue, mais elle n'est pas encore préparée. Je me comprends. Donc je papote pour meubler. Je me sens quand même un peu contrainte de devoir colorier tout en filmant. Donc ça me bloque un peu. Je suis quand même toujours un peu bloquée par rapport à ça. Mais de voir les feuilles apparaître, j'apprécie grandement. Et je me dis, quand je vais commencer à faire les fleurs, quand j'aurai décidé de quelles fleurs je vais faire, parce que ça va encore être une autre histoire. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'arrive à me dire, bon, je me mets au Color With Me, ça veut dire que je ne vais pas colorier dans ma bulle, mais je vais colorier en parlant. En fait, je pense qu'il est là le truc. C'est que j'aime tellement colorier dans ma bulle. Tiens, je me rends compte que j'ai oublié de... Ah non, c'est parce que cette zone était toute verte. Oh, bah dites donc, on va s'amuser là. Et ben on va aller faire cette branche, tiens. Ouais, j'aime tellement colorier dans ma bulle, je sais pas si vous êtes dans le champ, que en fait c'est un petit peu dur pour moi de me dire, bah, je vais faire tout ce colo sans jamais être dans ma bulle. Voilà. Alors, on va faire la branche qui est ici. Tiens, elle est tellement peu détaillée. Je vais m'acheter une loupe. En gros, on a l'ombre sur le dessous, là. Et un petit peu sur les bases. Donc, on a l'ombre sur le dessous, principalement. Donc, on va commencer par poser nos ombres. Donc, on a l'ombre ici. Ah, c'est bizarre qu'elle soit verte. Et là, elle est verte aussi. Et l'autre, elle est verte aussi. Bon, alors là, on n'a quasiment pas d'ombre sur cette version-là. Les fleurs sont très belles, mais alors les feuilles, niveau ombre... Heureusement que j'ai pas pris cette version. Donc, je pose mon foncé ici. Hop. Que je dégrade vers le haut. Ensuite, j'ai du foncé ici. Ok. J'en ai un petit peu ici. Un petit peu là. Un peu là. En fait, ça va. Ça me paraissait compliqué, mais une fois que je commence à poser les couleurs, ça se fait... en fait, c'est assez naturel comme positionnement d'ombre. Et je pense qu'il y en a un petit peu, bien sûr. Attendez. Il y en a un petit peu ici, bien entendu. Ça, c'est ce que je me doutais. Mais en fait, j'ai vu qu'il y en avait un petit peu ici aussi. Voilà. Donc, bah voilà. Donc là, j'ai posé mes zones foncées. Donc, j'ai plus qu'à venir dégrader avec mon médium. Enfin, mon médium. À venir dégrader avec mon foncé. Pour pouvoir ensuite venir travailler avec mon médium et mon plus clair. En fait, les dégradés, c'est pas forcément des choses très très compliquées. Hein. Le plus dur, c'est de savoir où on met les ombres et les lumières. Mais là, l'avantage du inspiration, c'est que les ombres et les lumières, elles sont déjà choisies.
Donc il n'y a pas besoin de réfléchir à ça. Donc c'est très très bien. Moi j'apprécie très fortement. Donc là, la teinte intermédiaire, je viens avancer mes dégradés. Donc là, dans les zones comme ça où il y a un bout qui remonte sur le bourgeon, où il n'y avait pas de couleur, bah, je viens déposer un peu de couleur en remontant, mais en gardant l'idée que la pointe sera plus claire. Voilà, tout simplement. Comme celui-ci par exemple. Donc là, on a celui-là qu'il faut dégrader, et là, on remonte vers le plus clair. Donc là, je vais mettre du noir seulement sur la partie qui est ici, parce qu'il n'y a que à cet endroit-là qu'il y a une superposition, donc j'ai pas besoin de décoller tout le reste. Et ensuite, je viens blender, comme toujours, avec ma couleur claire. Quand je vais faire les petits buissons ici, ça va être un peu plus sport aussi, je pense. Mais on n'y est pas encore, hein. Dans 1 heure à peu près. Hop là. Ouais, c'est pas du... Oh là là, j'ai du mal à me décider. J'ai envie de faire les fleurs rouges, mais en fait, j'ai envie de faire les fleurs rouges avec le rideau rouge et les pierres grises, moi, personnellement. Mais c'est vrai que quand j'ai choisi ce coloriage, il me paraissait pas compliqué. Alors, il n'est pas compliqué du tout, mais pour moi, il n'y avait pas autant d'éléments. Je me rendais pas compte du nombre d'éléments qu'il y avait. Pour moi, en 3 parties, il était réglé, mais en fait, pas du tout. Bon, après, si, ça aurait pu, hein, si je colorie plus vite, mais... Donc là, je vais essayer de blender un peu plus parce qu'il y a pas mal de traces. Voilà, c'est mieux, ça me plaît mieux. Et du coup, je vais partir sur cette feuille. Donc là, cette feuille, c'est un peu comme celle-ci. C'est la fleur qui fait l'ombre. Donc on est plus foncé ici et plus clair vers l'extérieur. Donc on reprend toujours le crayon foncé, le noir, le médium, etc., etc. Bon, après, comme je commence à maîtriser un petit peu le combo et la position des ombres et tout ça, je pense que je vais un peu plus vite que sur les premières feuilles. Enfin, j'espère. Si je vais plus lentement, c'est que je fatigue, hein, tout simplement. Mais après, c'est possible, hein. Quand on colo depuis longtemps, bah, on fatigue, et puis et peut-être qu'on se lasse aussi un peu. Et donc on fait moins attention, on est moins attentif, et on fait... Je pense qu'on fait aussi plus de marques et de choses comme ça quand ça fait longtemps. Enfin, moi, après, je sais que j'ai du mal à faire des grosses sessions colo aussi longues. Donc, parce que même s'il y a plein de petites coupes, il faut savoir que là, jusqu'à présent, je fais tout à la chaîne. Enfin, j'enchaîne tout. Je ne fais pas de pause, il ne se passe pas une journée entre deux petites coupes, etc. Donc là, moi, ça fait partie de mes plus grosses sessions colo, là, pour le moment, ce que je suis en train de faire. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément très très habituel pour moi. Mais après, c'est parce que je le veux bien, hein. J'ai envie de le continuer, j'ai envie de voir le bout de mes feuilles. J'ai vraiment envie d'aller au bout de mes feuilles. Même si je sais que là, il va falloir que je fasse une pause incessamment sous peu, une pause plus longue, parce que malheureusement, la mémoire de mon téléphone arrive à saturation. Donc il va falloir que je vide la mémoire pour pouvoir continuer à vous filmer derrière. Donc bah, voilà, ça va m'obliger à faire une pause et à faire autre chose. Mais de toute façon, hein, je pense que vous n'êtes pas dupe que je ne fais pas tout en une fois. Je sais que certains font tout en une seule session. Ils sont forts. Mais moi pas. J'assume. Hop, et enfin, la dernière couleur. Vous voyez quand même, c'est comme quoi c'est la couleur claire qui fait toute la différence. Hein. Parce que là, on est sur un bleu qui tire un peu vers le vert. Pardon, on est sur un vert qui tire un peu vers le bleu. Et une fois que je passe ce crayon-là, on est vraiment plus sur un vert qui tire vers le jaune que vers le bleu. Donc c'est pour ça que même quand il n'y a pas de clair,
de visible, j'aime bien quand même passer une couche parce qu'il change quand même la note, enfin les nuances du combo. Et c'est ça qui est bien, que je trouve très bien avec les polychromos, c'est que ils se mélangent quand même super bien. Alors, ensuite, on va faire la petite feuille qui est ici. Donc on est bien foncé sur le dessous et on a le dégradé habituel à partir des pétales de fleurs. Donc on part de la base. Et là, par contre, la partie qui est ici ne dégrade pas, enfin, n'apporte pas d'ombre. Moi, j'aurais mis de l'ombre des deux côtés, mais... Et par contre, celle-ci est beaucoup plus foncée. Donc, je mets une seule couche là et deux couches pour la partie dessous. Je mets quand même le petit trait noir ici. Et ensuite, je viens travailler avec mon intermédiaire. Voilà. Alors là, je mets plus d'intermédiaire que sur là, parce que pareil, cette zone doit rester plus foncée que l'autre, et quand je vais mettre le clair va apporter la petite couleur, la petite nuance jaune, mais hop, ça s'arrêtera comme ça. Bon, au final, chez moi, il n'y a pas grande différence entre les deux, mais en même temps, la zone est toute petite, donc c'est pas non plus hyper évident. Alors, sur cette feuille-là, il y a un petit piège, regardez bien. La partie foncée est ici. Donc elle est sous la partie... elle est par là. C'est cette partie-là, la partie foncée. Comme s'il y avait un petit creux dans la feuille à cet endroit-là. Donc on va le faire. On va dessiner le petit creux. Voilà. Donc en fait, je creuse ma feuille avec mon vert foncé. Et après, je viens simplement dégrader mon vert foncé vers le reste, sachant qu'au niveau de la base, bon, c'est pas particulièrement plus foncé à la base, mais je vais quand même foncer un petit peu pour décoller. Là, c'est vrai qu'elle n'a pas fait d'ombre à la base de la fleur, mais bon, moi, ça me... Voilà. J'ai besoin quand même de décoller un petit peu ma fleur. Je parle, mais je m'assèche la gorge. Hop. Et là, pareil, toujours, on dégrade, on dégrade. Voilà. Et après, je vais venir appliquer la couleur claire qui va finir d'habiller ma feuille. Donc là, c'est un peu délicat de dire du foncé vers le clair parce qu'on a un petit peu de foncé ici et surtout là. Donc c'est pareil, je commence à blender mon foncé et puis après, je forme un cercle, en fait une spirale qui se referme sur la zone la plus claire. Et voilà. Donc j'ai bien mon effet de creux au niveau de la feuille. Alors là, ensuite, nous avons 3 petites tiges qui n'ont rien d'extraordinaire. Comme d'hab, la base enfoncée qui remonte vers le plus clair. Ces petites tiges, elles sont assez faciles à faire. Je vais bientôt attaquer les petits fourrets là. Ah, j'ai ce petit truc là aussi qui va... Ah, en fait, il y a des petits pièges sur les autres à venir. Je prenais la confiance, mais il y a du piège, hein, attention. La petite touche de noir. Et vous allez me dire, tu l'as pas mise partout. Ouais, je sais, je l'ai pas mise partout. Mais chut, faut pas le dire. Et la petite touche de clair. Voilà. Alors, la branche. Ah, la branche. La branche, on est sur le foncé en jonction avec le brun. Plus ça va, plus je me mets en champ. Et on va vers le clair sur la fleur. Donc,
ben donc c'est parti. Donc je dégrade mon vert foncé avec un petit peu le brun. J'essaye de faire une jonction qui soit pas trop marquée. Et puis bah, après je dégrade mon vert foncé vers la fleur, hein, comme d'habitude. Je vais juste mettre un petit trait ici pour décoller. Mais ça c'est moi, il n'y est pas sur l'inspiration. Et après voilà, le dégradé habituel. Je viens étirer avec ma couleur intermédiaire aussi un petit peu dans le brun, pour adoucir un petit peu le dégradé avec le brun. Et enfin avec le crayon clair tout du long. Et c'est pareil, je déborde un petit peu sur le brun pour garder la nuance jaune que ce crayon apporte. Ensuite, on a les deux petites tiges, elles sont faites exactement comme les autres. Hop, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Le foncé, le noir, l'intermédiaire et le clair. Hop, je vais baisser un peu le livre pour être à l'aise. Donc là, on a des branches, on a des feuilles. Si on regarde bien les feuilles, on va commencer par les feuilles qui sont autour de la fleur qui est là. Toujours le même principe, le foncé autour de la feuille, le clair vers l'extérieur. Donc, toujours le même principe, on ne se prend pas le chou. Oui, je vous explique moins qu'au début, mais je me dis, au bout d'une heure, vous commencez à connaître un peu le principe, j'espère. Après, je ne sais pas si la colorisation, elle est faite numériquement, elle est faite manuellement et numérisée ensuite ou pas. Ça, j'aimerais bien savoir. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire si c'est de la coloration numérique ou coloration manuelle numérisée. Je pense quand même que ça doit être numérique. Je sais pas. Parce que, en tout cas, celle-ci, le gris des murs me donne vraiment une sensation de numérique. Il n'y a pas... Je sais pas. Ça manque de texture pour que ça puisse être du crayon ou de la peinture. C'est pour ça, en fait, que pour moi, ça reste du numérique. Et à partir du moment où on essaye de reproduire du numérique avec des crayons, c'est quasi impossible. Ensuite, la branche qui est là. Vous voyez? Ouais, c'est toujours le même principe. Voilà. Sauf qu'en plus, on est dans la rainure du livre, donc ça va être assez... Donc pareil, je dégrade avec le brun et je remonte. Voilà, c'est tout petit, donc de toute façon, même si vous vous embêtez à faire des dégradés, ils ne se verront pas non plus des masses. Et en plus, c'est dans la jointure, donc pour approcher le crayon vraiment comme on veut, même quand il est bien taillé, c'est compliqué. Hop, donc vous faites un peu comme vous pouvez. Voilà. Les feuilles qui sont ici maintenant. Je regarde le temps. Ouais, ça va. Ah, eux, ils avaient mis le brun qui dépassait un petit peu après la fleur. Moi, j'ai eu la flemme. Donc, on va faire du vert foncé, très foncé à la base, histoire de remplacer le brun. Ouais, c'est vrai que je pense que la jonction était plus jolie si j'avais fait du brun qui dépassait ici. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, après avoir regardé ça, au niveau de la tige, il n'y a rien de particulier. Et au niveau des feuilles, c'est tellement petit qu'on voit pas trop le dégradé. Mais je pense qu'on va partir sur un peu les mêmes dégradés que les autres, c'est-à-dire qu'on va prendre l'axe ici pour la base de sombre. Et puis le bas pour les zones d'ombre sur les tiges. Donc, les deux autres, il va falloir que je réfléchisse un peu plus. Et puis ça, tout enfoncé. Parce que là, ça devient tellement petit qu'il n'y a quasiment plus de dégradé visible sur l'image.
Alors, il faudrait que j'investisse dans une loupe pour vous faire les Color With Me, je pense. Puis, je peux même pas me dire, je vais regarder sur celui-ci, parce que celui-ci a encore moins de dégradé que l'autre. Donc là, clairement, même là où c'est plus gros, bah en vrai, je vois pas de dégradé, quoi. Hop là. Moi, je vois que je suis en train de fatiguer parce que mes coups de crayon sont beaucoup moins précis. Je fais de plus en plus de traces et je déborde de plus en plus. Donc, clairement, quand je finirai cette étape du Color With Me, bah pas aujourd'hui. Mais vous, en même temps, je vous dirai rien. Je suis sûre que vous le sauriez même pas, hein. Faudrait que j'essaye de vous faire un Color With Me. Alors, pas bah, le Blanche-Neige, je l'aurais pas fait, mais que je choisisse un colo et que je le fasse en live. Je me dis, ça peut être pas mal de faire les Color With Me en live. Faudrait qu'on choisisse le créneau ensemble. Et puis que, voilà, il soit fait en live toutes les semaines. Je suis sûre que je serai plus à l'aise pour le faire que comme ça. Et pour celui-ci, alors là, je vais reprendre mon bouquin pour voir. Celui-ci, ils l'ont fait différemment. Parce que justement, le foncé est en haut et le clair est en bas. Et en fait, ils ont fait foncer, ils ont fait cette partie-là. Ensuite, ils ont fait la partie, les 3-4 feuilles qui sont sous le truc. Et ensuite, ils ont fait le bosquet qui est ici. Je vous montre ce que vous ne voyez absolument pas. Donc j'ai dit, ils ont fait celui-ci en partant du foncé en haut et en éclaircissant en bas. Ensuite, ils ont fait les 3 qui sont là, foncé en haut, éclaircissement en bas. Et ensuite, ils ont fait cette partie-là, foncé en haut, éclaircissement en bas. Sauf que nous, on n'a pas les premières que je vous ai montrées. On a juste une petite feuille ici que je vais commencer. Je fais juste intermédiaire clair. Parce que franchement, c'est juste une petite feuille et voilà. Et donc là, on est sur l'inverse. Donc, on est foncé ici. Ce qui est logique en soi, puisque c'est plus regroupé et il y a les fleurs qui... Là, c'est logique, parce que le soleil venant comme ça, mettons, ou même du dessus, ça éclaire le dessus, le dessous. Mais là, c'est plus dégagé ici, donc c'est normal que le bas soit plus clair. Donc, c'est pas illogique que là, les couleurs s'inversent un peu. Donc, couleur foncée. Un peu de noir. Intermédiaire. Je mets juste intermédiaire sur la feuille du dessous. Clair. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de foncé quand même. Là, j'ai été un peu radine. Bon, ça va être difficile de rattraper ça. Tant pis. Et donc là, on est pareil, foncé. Une pointe de noir. Les teintes intermédiaires. Et du clair. Au niveau de ce bosquet-ci, on est comme les autres, on est foncé en bas, clair sur le dessus. Là. Donc là, comme c'est un truc un peu rond, je monte bien. Voilà, un truc un peu comme ça.
Je vais foncer mes petites pointes du bas. Parce que sinon on va avoir quelque chose de trop, un peu trop uniforme à mon goût. L'intermédiaire. Et la couleur claire. Je vous cache pas que là j'ai qu'une envie, c'est d'attaquer les fleurs maintenant. C'est d'en finir avec ces feuilles et d'attaquer les fleurs. Même si je n'ai toujours pas décidé de quelle fleur je faisais. Hein. Parce que là, en vrai, je suis plus inspirée de ce bois-là et de ces feuilles-là. Mais je pense que je change d'inspiration, je fais ces fleurs-là, ça ne choquera pas. C'est pas comme si... Voilà, c'est pas comme si pour d'autres colos, j'avais, par exemple, il y avait un fond orange, que j'avais commencé par le fond orange, et puis qu'après je prenais un truc qui n'avait complètement rien à voir avec des couleurs qui n'avaient pas. En fait, les deux, tout va ensemble, parce que si vous regardez, rouge, brun, vert, c'est juste que là on est beige, beige pêche, et là on est turquoise gris. Il n'y a que deux couleurs qui changent à chaque fois, donc là je suis toujours dans le brun vert. Donc ça changera pas... ça changera pas fondamentalement. Bref, fondamentalement, ça se dit? Je sais pas. Donc là, on est plus sur le foncé sous les fleurs et clair sur les pointes des feuilles. Fondamentalement. Ouais, ça y est, j'ai réussi à le sortir. Wow. Oui, c'était ma petite fierté du moment de réussir à sortir ce mot que ma bouche accrochait. Un peu là. Donc là, j'ai mis le foncé. Je vais mettre les petites pointes de noir. Parce que comme j'ai pas beaucoup d'espace, je peux pas faire un beau dégradé de foncé pour bien marquer la différence comme là. Donc là, le noir, il a toute son utilité pour renforcer un petit peu la base de la zone foncée. Parce que ouais, c'est vraiment tout petit, donc... Ensuite, l'intermédiaire. Et pour finir, la couleur claire. Et je trouve que mon colo, il a quand même déjà... Il donne quand même l'impression d'avoir déjà sacrément avancé, alors qu'il n'est absolument pas avancé. Ça fait déjà 4 heures ou 5 heures que je suis dessus. Enfin, de temps de colo, hein, j'entends. Parce que sinon, oui, ça fait beaucoup plus que ça. Et bah, il n'est pas avancé, hein. Voilà, donc il me reste la petite grappe qui est ici, donc avec la petite fleur à côté, on est foncé sous la fleur et... Alors, ouais, c'est minus. C'est minus. Donc on est foncé ici. Moyen. C'est vraiment histoire de dire que je fais un dégradé, hein. Je suis pas toujours aussi consciencieuse dans mes colos, on va pas se mentir. Ensuite, là j'ai l'impression que c'est celle qu'on ne voit pas. Ok, je suis en train de me prendre la tête à essayer de voir un truc qu'on ne voit pas. Donc là, les petites pointes sont claires. Donc on va faire médium. Médium. Clair. Et par contre, on est foncé sur la gauche et on va vers le clair par là. Et la petite fleur qui est là, on est
Comme d'habitude, foncé autour de la fleur et clair vers l'extérieur. Encore, c'est histoire de dire que j'ai fait un dégradé, hein. C'est pour l'honneur. Et donc là, j'ai dit, on est plus foncé sur cette partie-là et on va vers l'éclair, vers là-bas. L'intermédiaire. Ouais, c'est vraiment des toutes petites zones, dans des zones pas faciles d'accès. C'est comme si j'étais en train de colorier sur la tranche, là, j'ai l'impression. Ces zones où que j'aime pas colorier les bords de page, moi. Mais bon, il le faut. Et il ne reste plus que cette petite zone qui paraît limite croquis, oubliée. On se demande même si ça fait vraiment partie d'une fleur ou si c'est une gravure sur le pilier. Et donc, ouais. Dites-moi si vous voyez quelque chose, vous. Là, je ne vois aucun effet d'ombre et de lumière. Donc, on va faire comme pour les autres. Autour des fleurs, on va faire sur du foncé. Voilà, pour les pseudo bouts de feuilles qui sont là. J'en déduis qu'ils sont là. Je ne sais pas. Je vais dire qu'ils sont là. Et puis, voilà. Parce que là, entre le manque de lumière et puis la petitesse du truc, on s'amuse. Voilà, donc le foncé, le médium, et le clair. Et voilà, on a fini de mettre en couleur l'intégralité des petites feuilles. Si jamais vous voyez une feuille que j'ai oubliée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous êtes encore là, si vous n'avez pas fui bien avant. Je sais que c'est des vidéos très très longues, mais c'est le principe des Color With Me, hein. Et voilà, donc je vous remets à peu près dans le cadre. Voilà, on a mis en couleur toutes les petites feuilles, plus ou moins comme l'inspiration de Tracy de Souza. Franchement, il prend forme, j'aime bien. J'ai hâte d'attaquer les fleurs, je vous le cache pas. J'ai un peu moins hâte d'attaquer la partie pierre. Et en même temps, je me dis, une fois que la partie pierre sera faite, bah, le colo, il sera quasiment terminé. Blanche-Neige, elle me fait un peu peur aussi. Mais bon, il faudra bien y passer à un moment ou à un autre, donc voilà. Donc, prochaine étape, ça sera les fleurs. Je ne sais pas encore quand. On verra quand je me serai décidée de quelle inspiration je suis. Une fois que j'aurai pris ma décision sur l'inspiration, eh ben, je vous tournerai les petites fleurs. Voilà. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Salut!